propose de laisser la parole à Christophe Rouanet. Alors Christophe Rouanet, c'est un collègue qui est enseignant-chercheur à Bordeaux, qui est responsable de la mission d'appui à la pédagogie universitaire à Bordeaux et qui est au laboratoire. On a fait une erreur sur la fiche. Il est un laboratoire qui s'appelle CEDS, c'est Culture et Diffusion des Savoirs. Donc voilà. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu veux faire un essai? Oui. Oui, je t'entends. J'ai entendu aussi des intervenants des ateliers. Est-ce que vous m'entendez bien? Vas-y, essaye là de parler. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que c'est bon pour vous au niveau du son? Oui. Donc je précise, là moi je vous entends plus le temps de la conférence, mais si vous devez intervenir, n'hésitez pas à me mettre le son s'il y a un problème. Donc je vais aussi mettre mon diaporama pour que vous puissiez voir en entier. Donc bonjour, Christophe Rouanet, donc Pierre-Yves m'a présenté et je vous remercie de cette invitation et vraiment désolé des conditions. Voilà, j'ai eu un accident et je suis immobilisé chez moi, donc j'ai pas pu venir, j'aurais bien aimé. Donc j'ai bien entendu et bien écouté les interventions précédentes qui me semblent qui sont très intéressantes et qui me semblent, je me dis je pense que mon intervention n'est pas complètement hors sol par rapport aux questions que vous posez, j'espère. Et donc je vais vous présenter une intervention en 3 parties, qui est diversification, créativité pédagogique et gestion des hétérogénéités, en commençant par la question de la créativité. En fait, en tant que directeur de la mission d'appui à la pédagogie et à l'innovation, je suis amené, on va dire, à m'interroger sur la posture l'accompagnement pédagogique. Parce que la pédagogie à l'université, d'une certaine façon, c'est une affaire récente, un peu moins récente dans les pays anglo-saxons. J'ai oublié de vous dire aussi d'ailleurs que j'ai travaillé en tant qu'enseignant-chercheur au Canada, et donc j'ai enseigné au Canada et j'ai pu aussi m'acculturer à d'autres formes d'enseignement là-bas. Donc, je vais simplement faire un détour très rapide par l'histoire de la pédagogie, mais très rapide, je vous assure, simplement pour qu'on s'entende sur, d'après moi, ce qu'on peut entendre par pédagogie à l'université. D'une certaine façon, il y a eu 3-4 périodes très marquées dans l'histoire de la pédagogie. D'abord, la pédagogie, c'était surtout de la philosophie, c'était une pédagogie générale empirique, d'auteurs qui d'ailleurs ne travaillaient pas spécialement avec des enfants ou des adolescents ou des jeunes, Erasme, Rabelais, Montaigne, Comenius, Rousseau. Donc une pédagogie diffusée par les grands auteurs, mais plutôt des philosophes. Il y a eu, à la fin des années 1880, les premiers cours universitaires en pédagogie qui ont commencé à montrer qu'on a essayé de scientifiser un petit peu la question de la pédagogie. Donc, au début du XXe siècle, je fais référence à un auteur qui s'appelle Alain Marchif, qui est dans mon laboratoire. On a eu des pédagogues qu'on pourrait appeler, qui faisaient appel à leur expérience pédagogique, c'est-à-dire, on pourrait appeler ça une pédagogie expérienciée, c'est-à-dire que ces auteurs-là, Claparède, Freinet, Montessori, De Crowley, Cousinet, en fait, ont œuvré auprès d'élèves, et c'est depuis leurs expériences, on va dire, d'enseignement qu'ils ont développé des formes de pédagogie et des propositions pédagogiques. Alors, on commence à parler d'une pédagogie scientifique, même si tous ces auteurs-là, la revendication scientifique peut être interrogée. Bon, ils ont surtout fait appel à la psychologie notamment, mais pas que. Une troisième période qu'on pourrait appeler une pédagogie expérimentale, donc une pédagogie là qui va essayer de chercher expérimentalement
avec des dispositifs précis pour essayer de générer des connaissances en pédagogie. Donc là, c'est Buise et puis Brousseau, qui est beaucoup plus récent, qui est dans les années 70, mais qui est l'inventeur de la didactique des mathématiques. Et puis enfin, dernièrement, une pédagogie qu'on pourra appeler savante, c'est-à-dire une pédagogie faite par des auteurs qui n'œuvrent pas spécifiquement dans des contextes scolaires ou universitaires, et qui forent des travaux en psychologie, notamment cognitive et en neurosciences, d'une certaine façon propose des dispositifs à tous les enseignants. Bon, je fais très vite. Simplement pour dire que, d'après moi, la pédagogie, dans l'histoire de la pédagogie, ce qui a été le plus remarquable, on va dire, là où la pédagogie a été la plus créative, là où il y a eu des forces de proposition assez intéressantes, c'est quand elle s'est affranchie des dogmes et des recettes toutes prêtes, et voire des injonctions, et lorsque des enseignants se sont mis à inventer des dispositifs. Donc, d'une certaine façon, moi je milite pour une pédagogie qui prend sa source dans l'œuvre concrète d'enseignants qui répondent à leurs problèmes, les problèmes qu'ils se posent. Et les auteurs dont je vous ai parlé tout à l'heure de la deuxième période, Freinet, Deligny, Montessori, ont inventé des pédagogies parce qu'ils avaient des problèmes d'enseignement et parce qu'ils voulaient résoudre ces problèmes d'enseignement. Pour Freinet, c'était de développer l'écrit, Deligny, c'était intégrer des jeunes handicapés mentaux, Montessori, favoriser le développement moteur et intellectuel. Moi j'insiste, les pédagogues sont pour moi avant tout des enseignants, pas obligatoirement des chercheurs de sciences de l'éducation, ou alors des chercheurs de sciences de l'éducation mais qui travaillent à leurs propres enseignements. Donc ce sont des enseignants qui œuvrent à la créativité pédagogique. Je milite pour ma part pour une pédagogie de l'expérience, c'est-à-dire une pédagogie qui se base sur des expériences concrètes d'enseignement, des dispositifs avec des bricolages, des tentatives qui parfois ratent, des expérimentations, etc. Ce qu'on pourrait appeler des innovations, en précisant que je suis toujours très sceptique par les injonctions que l'on fait aux enseignants, chercheurs, à nos collègues, très sceptique sur les injonctions venues du haut, alors que justement j'aimerais bien qu'on renverse la problématique et qu'on se dise que avant tout c'est bien en essayant sur ses propres enseignements que les réponses pédagogiques sont les plus pertinentes. Quand je parle d'expérience, je fais appel à Dewey qui a, théorisé cette notion d'expérience, et notamment en disant que l'apprentissage résulte de l'expérience. Donc autant les étudiants que les enseignants apprennent de leurs actions parce qu'ils sont dans un processus expériencier, on va dire. Pour Dewey, l'expérience est concomitante, on va dire, consubstantielle à ce qu'il appelle l'enquête, c'est-à-dire que lorsqu'on fait œuvre pédagogique d'une certaine façon, on se base sur ce que l'on vit concrètement, les problèmes qu'on rencontre avec ses étudiants, etc., les tentatives que l'on fait pour dépasser certains problèmes, mais aussi sur une espèce de posture qui est d'enquêter, de douter, de chercher, et donc d'une certaine façon, pour moi, la pédagogie n'est pas une science parfaite, une science toute faite. Elle est avant tout un processus, une posture de mettre en enquête ce qui se passe réellement dans ces contextes d'enseignement. Il me semble que dans la plupart des travaux en pédagogie universitaire, il y a une sorte de biais, ou en tout cas de point de vigilance
que j'aimerais partager avec vous et que j'appelle le problème de la généricité. Lorsqu'on parle de pédagogie inversée, d'enseignement à distance, de tutorat, de carte mentale, de pédagogie coopérative, de pédagogie de projet, donc j'en passe, lorsqu'on parle de ces espèces de dispositifs, de ces labels parfois, à de rares exceptions près, les travaux en pédagogie universitaire font des études sur ce type de dispositif, mais sans réellement prendre en compte la spécificité des savoirs disciplinaires en jeu et des obstacles épistémologiques qu'ils renferment. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, on parle de pédagogie inversée génériquement, mais sans se préoccuper, en fait très rarement en tout cas, sans se préoccuper de la spécificité des savoirs en jeu et notamment des savoirs disciplinaires particuliers qui peuvent justement influencer ou en tout cas mettre à l'étude cette pédagogie inversée ou ces cartes mentales pédagogiques coopératives. Pour le dire autrement, on n'enseigne pas de la même façon. Alors, des problèmes liés à l'hydrogéologie, des problèmes liés à l'analyse chimique, contrôle qualité du médicament, ça c'est des cours qui sont dispensés à l'université de Bordeaux, donc j'ai pris une liste comme ça. On n'enseigne pas de la même façon non plus les techniques quantitatives de l'ingénierie financière ou les pouvoirs de l'invisible et des religiosités en Afrique, qui sont des titres de cours comme je vous dis, car les problèmes qui se posent à ces types d'enseignements ne sont pas de même nature. Dans chaque cas, vous reconnaîtrez que dans ces intitulés en biologie, en sciences pharmaceutiques, en économie et gestion et en anthropologie, on ne peut pas certifier qu'un dispositif générique réponde de manière adéquate au type de savoir, au type de présentation du savoir, et au type d'acquisition du savoir qui sont en jeu dans ces différentes disciplines. Ce ne sont pas les mêmes types de textes, ce ne sont pas les mêmes types d'exercices, ce ne sont pas les mêmes types de présentation de savoir ou de diffusion, de mémorisation ou d'entraînement. Et c'est l'une des hypothèses fortes que l'on porte dans notre laboratoire de recherche. On peut le dire comme ça, les questions d'organisation pédagogique ne se posent pas de la même manière en fonction des modes de structuration des savoirs. Je vais prendre un exemple simple tiré d'une sorte de note de synthèse qui est parue dernièrement dans la revue, je ne m'en souviens plus laquelle, RIPES je crois, en pédagogie universitaire, une note de synthèse sur la classe inversée. Donc on parle de la classe inversée comme si d'une certaine façon ce dispositif pouvait s'appliquer à tout va sur n'importe quel type d'enseignement. Je vous donne je ne sais pas si je les ai mis, non. Je vous donne quelques extraits de cette note de synthèse. Donc, on rapporte, pour ce qui concerne la classe inversée, on rapporte un impact positif sur les résultats scolaires en termes de moyenne plus élevée aux évaluations. Donc, la classe inversée, d'une certaine façon, lorsqu'elle est employée, a un impact positif sur les résultats scolaires. Toutefois, plein d'études montrent que cet impact positif n'est pas avéré. Bon. Je continue à citer ces auteurs. Rappelons finalement que, bien que plusieurs articles n'aient mesuré aucun impact réel sur les résultats des étudiants, certaines études, il y en a 3, dénotent certaines différences dans l'apprentissage de certains types de contenus. Donc, d'une certaine façon, ça c'est un signe qui montre que la classe inversée, on ne peut pas trop savoir ce que c'est a priori tant qu'on n'a pas été voir précisément justement dans l'apprentissage de certains types de contenus les différences que ça provoque en termes d'impact sur les résultats des étudiants. C'est d'après moi toute la difficulté de la pédagogie universitaire, mais de la pédagogie dans son ensemble d'ailleurs, c'est soit on reste à des généralités, classe inversée, tutorat, etc., soit on est pointu
sur tel ou tel enseignement disciplinaire, mais à ce moment-là, il faudrait donc un corpus énorme d'études et d'enquêtes pour obtenir des résultats tangibles. Donc, d'une certaine façon, moi, c'est le premier point sur lequel je voulais insister, c'est d'une certaine façon avoir quelques précautions sur ce que l'on peut entendre par des processus pédagogiques, des dispositifs pédagogiques, sans avoir réellement regardé ce que ça donne dans sa propre discipline. Et donc, je reste très prudent sur la diffusion de recommandations auprès des collègues enseignants-chercheurs. Pour cette raison-là, donc là je prends d'une certaine façon ma casquette de directeur de la MAPI, mission d'appui à la pédagogie et à l'innovation. J'ai, pour accompagner mes collègues, je pense que ce sont les collègues enseignants-chercheurs qui ont les meilleures armes pour comprendre, pour interpréter, pour proposer des actions sur leur propre formation, car ils sont experts de leur discipline et ils connaissent mieux que tout autre les enjeux inhérents à la spécificité épistémologique des savoirs en jeu, à leur mode de structuration et de présentation et au type d'obstacles qu'ils renferment, au mode d'acquisition ad hoc. Donc, d'une certaine façon, dans notre service, nous avons simplement à les accompagner dans leur questionnement et dans la conception, la production des outils et des dispositifs qu'ils expérimentent. Donc je conçois plutôt mon rôle de responsable de la mission d'appui à la pédagogie, non pas comme un donneur d'ordre, expert et savant de la pédagogie, mais comme un soutien, facilitateur des initiatives et des expériences de mes collègues. Donc le soutien est plus un soutien méthodologique du questionnement que de la délivrance de recettes toutes prêtes. Ces recettes toutes prêtes, je m'en méfie comme de la peste, on va dire. Donc, accompagnement méthodologique du style, quand je rencontre des équipes d'enseignants-chercheurs, alors j'ai bien apprécié tout à l'heure l'une des interventions qui parlait d'équipe pédagogique et de solitude de l'enseignant-chercheur. Nous, on privilégie beaucoup le travail d'équipe pédagogique parce que il est nettement plus fructueux. Et donc on essaie de rencontrer plutôt des équipes que des personnes isolées, même si ça nous arrive de rencontrer des collègues isolés, mais on incite beaucoup à mettre les collègues en équipe, à ce qu'ils travaillent en équipe. Donc quand on rencontre des équipes pédagogiques, d'une certaine façon, l'accompagnement, c'est un accompagnement au questionnement. Quels sont les problèmes que vous rencontrez concrètement? Est-ce qu'ils concernent tous vos étudiants ou seulement une partie d'entre eux? À quoi voulez-vous conduire ces étudiants? Que souhaitez-vous pour eux une fois qu'ils auront suivi votre parcours de formation? Quelles compétences générales, etc. Bon, on travaille beaucoup à l'université de Bordeaux sur l'approche programme, et cette approche programme, c'est justement une capacité se posant des questions sur ses propres étudiants, de générer des programmes de formation adaptés aux étudiants. Donc voilà, ça c'était ma première partie d'une certaine façon sur la pédagogie à l'université, comment je la conçois et comment je la travaille du côté de l'accompagnement de mes collègues enseignants-chercheurs. La deuxième partie, c'est une question donc qui m'a été posée par Pierre-Yves, notamment quand il m'a invité à cette présentation, la question de l'hétérogénéité des étudiants. Et d'une certaine façon, par derrière, ce qui est en question, c'est les étudiants en difficulté, ce qu'on appelle les étudiants en difficulté. Alors, l'hétérogénéité des étudiants, cette question est assez compliquée. Je vais essayer de vous la présenter de façon quand même assez rapide et assez synthétique pour voir ce que nous on essaye de développer dans notre laboratoire sur cette question. Alors, on part d'une certaine façon d'une formule, on va dire,
qui résume un petit peu ce qu'on essaie d'entendre par hétérogénéité. Cette formule, on va dire, elle pourrait se résumer comme ça. Les différences entre élèves, entre étudiants, sont à considérer comme des positions, a priori, et non comme des catégories psychologiques. Dit autrement, on pourrait dire que l'hétérogénéité est liée à tout projet d'enseignement. Je vais essayer de vous le montrer. L'hétérogénéité n'est pas une donnée en soi, mais elle se constitue inéluctablement dès qu'un professeur se propose d'enseigner à tel ou tel groupe d'étudiants. Donc, on a tendance à naturaliser l'hétérogénéité, à en faire une donnée en soi, et en fait, nous, on pense que l'hétérogénéité, elle est consubstantielle à l'enseignement, et notamment l'enseignement qui n'est pas du préceptorat, l'enseignement en groupe. Non seulement tout projet d'enseignement consiste à créer de l'hétérogénéité, mais en plus, elle contribue à en construire une nouvelle au terme du processus d'enseignement. Alors, il y a beaucoup d'amalgames, d'après moi, et d'imprécisions sur cette notion d'hétérogénéité. Alors, pourquoi ? Parce que parler de l'hétérogénéité des étudiants, c'est selon les cas, ça va parler de différences en termes de niveau, de différences en termes d'attitude, de différences en termes de diversité socioculturelle, d'hétérogénéité des écarts d'âge et des parcours, donc on pense aux adultes en reprise d'études par exemple, mais aussi des différences de conditions d'études. Il y a pas mal de recherches qui montrent quand même que les conditions économiques des étudiants sont un vecteur assez important de leur réussite. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont en difficulté financière. Donc différence de conditions d'études, il y a aussi des étudiants à temps partiel, des étudiants salariés, etc. Caractéristiques cognitives, j'ai entendu parler tout à l'heure d'étudiants zappeurs, d'étudiants à identifier d'une certaine façon du côté de leurs caractéristiques cognitives, ou de différences culturelles et ethniques. Donc d'une certaine façon, quand on parle de l'hétérogénéité des étudiants, on amalgame d'une certaine façon tous ces critères, et puis c'est peut-être pas exhaustif, tous ces critères qui sont pourtant très disparates. Donc, on a le plus souvent recours à un critère générique pour parler des étudiants en difficulté. Encore une fois, je porte l'attention sur la généricité qui, d'après moi, n'est pas la meilleure conseillère, on va dire. Pour parler des étudiants en difficulté, on peut parler, il y a des recherches là-dessus qui amalgament d'une certaine façon les étudiants boursiers, comme si boursier ça voulait dire étudiant en difficulté a priori, étudiants en prise d'études, étudiants sortant du bac professionnel. Vous connaissez les taux de décrochage énormes en licence 1 sur les ex-lycéens de bac professionnel, les étudiants étrangers, sportifs de niveau, maladies, handicap. D'une certaine façon, on parle des étudiants en difficulté comme s'il s'agissait d'une population homogène. Elle n'est pas du tout homogène. Même à l'intérieur de ces catégories, prenons le cas des étudiants en situation de handicap, quoi de commun entre handicap psychique, physique, sensoriel, et à l'intérieur même de ces sous-catégories, quoi de commun entre des étudiants en déficit sensoriel, auditif, visuel, etc. Donc on parle de ces étudiants en difficulté comme s'il s'agissait d'une catégorie en soi, et d'une certaine façon, généralement, dans les travaux de recherche, on caractérise ces étudiants en difficulté par des spécificités, on va dire, psychologiques ou psychosociales qui sont censées nous aider à travailler avec eux. Donc je me méfie énormément de ces amalgames et de cette naturalisation de caractéristiques pour toute cette population. Bon, je vous donne quelques exemples, mais on peut parler par exemple de la question de motivation. Les étudiants en difficulté, il y a un problème de motivation, ou on peut parler de rapport au savoir, ou de représentation mentale, etc. On parle de digital natives. D'une certaine façon, je pense qu'il faut un petit peu se méfier sur ces caractéristiques qu'on aurait tendance spontanément à associer à cette population, à cette catégorie d'étudiants,
qui, il me semble, est une catégorie très hétérogène. Voilà. Et donc on ne peut pas se fier à ces caractéristiques-là. Pour faire vite, on pourrait dire qu'il y a différents types d'hétérogénéité. Un collègue qui s'appelle Bernard Sarrazy en a distingué 4. Entre les étudiants, donc les hétérogénéités sont de plusieurs sortes, et vous allez voir, certaines ont des conséquences didactiques et d'autres moins, ou en tout cas pas obligatoirement. Donc on peut parler d'abord des hétérogénéités exogènes. Les hétérogénéités, pas facile à dire, exogènes, relèvent de conditions non didactiques. Par exemple, le sexe, la classe socio-professionnelle, la taille. Voilà. A priori, les étudiants se distinguent par leur origine sociale, par le genre, par leur taille, leur poids. Donc, ce qu'on pourrait appeler des hétérogénéités exogènes qui n'ont pas d'effet didactique obligatoirement, mais qui peuvent en avoir. Par exemple, en EPS, la taille peut être un facteur de différence didactique entre les étudiants. La question, par exemple, des conditions économiques, a priori, ça n'a pas d'impact sur les études, mais ça peut en avoir. Ça peut en avoir, notamment dans les filières qui demandent des efforts financiers importants pour réussir. Par exemple, je pense aux stages internationaux. On revendique beaucoup la possibilité pour les étudiants de partir en stage international, faire un stage à l'international, mais bon, ça a les conditions financières de départ ne mettent pas les étudiants au même rang a priori. Donc, hétérogénéité exogène. Deuxième type d'hétérogénéité, ce qu'on pourrait appeler les hétérogénéités pérididactiques, qui différencient les étudiants selon des caractéristiques définies à préalable en termes d'acquisition. Donc, d'une certaine façon, c'est le niveau général d'acquisition qui caractérise ces hétérogénéités. Les étudiants arrivent dans un cours, on va dire, avec un niveau général qui n'est pas le même en fonction de chacun. Alors, on dit, il y a des étudiants qui ne sont pas au niveau, il y en a qui le sont, etc. Ces niveaux déterminent en partie, mais pas en totalité, les facilités ou les difficultés que rencontrera un étudiant lors d'une séance d'enseignement. Par exemple, en mathématiques, quand on est en psychologie, ça va avoir un impact. Mais cette hétérogénéité préalable en termes de niveau d'acquisition a des effets didactiques, mais pas obligatoirement, et deux, pas tout le temps, voire parfois pas du tout. La troisième hétérogénéité, l'hétérogénéité qui moi m'intéresse le plus, c'est ce qu'on pourrait appeler l'hétérogénéité didactique, qui elle est le produit de l'action de l'enseignement. Elle est produite par l'action didactique elle-même. C'est une création de l'enseignant qui est destinée à rendre son travail possible. D'une certaine façon, dès qu'une personne se met à enseigner à un groupe, il crée de facto des positions d'élèves ou d'étudiants, des bons, des moyens, des faibles. On peut prendre un exemple très concret. Vous avez une classe préparatoire, par exemple. Dans une classe préparatoire, tous les étudiants qui arrivent, on va dire, ont a priori un niveau général très fort, donc une hétérogénéité pérididactique faible. Ils ont un niveau très fort a priori, et tout ce que va faire l'enseignant dès le départ, c'est vis-à-vis de ces très bons élèves, de créer d'une certaine façon une nouvelle distribution pour justement pouvoir enseigner. Je vais le dire de façon peut-être plus simple. Quand on enseigne, si on enseigne quelque chose qui est trop simple pour tout le monde, ça ne marche pas. On ne peut pas enseigner ce que tout le monde sait déjà. Donc voilà. Mais à contrario, si on enseigne quelque chose de trop compliqué pour tout le monde, c'est-à-dire qui met la barre très haut, des cours inaccessibles, etc., une grande majorité, on ne peut pas non plus enseigner. Donc on ne peut pas enseigner
ce que tout le monde sait déjà, mais on ne peut pas non plus enseigner ce que personne ne pourra savoir, d'une certaine façon, à la fin du processus d'enseignement. Pour enseigner, l'enseignant a besoin de viser, d'une certaine façon, un objectif moyen qui est suffisamment ajusté pour entraîner la majorité des étudiants dans un processus d'apprentissage. Suffisamment possible pour l'acquisition de tous, mais suffisamment aussi compliqué pour qu'un réel apprentissage ait lieu. Donc, d'une certaine façon, on enseigne autour d'une zone proximale d'enseignement qui permet qui vise justement un progrès dans l'apprentissage. Donc, on pourra y revenir si vous voulez dans les questions, si ça vous intéresse. Donc ça, c'est un nouveau type d'hétérogénéité, c'est-à-dire qui est lié au projet même. Dès que je commence un cours, d'une certaine façon, je crée de l'hétérogénéité. Et enfin, dernière hétérogénéité, qui est plus liée aux situations, donc à la spécificité de ce que je propose aux étudiants, qui va, sur chaque situation, créer aussi une nouvelle forme d'hétérogénéité. Alors, dès lors, on pourrait dire que la notion de difficulté s'avère très relative, parce qu'elle est fortement corrélée à l'enseignement dispensé dans tel ou tel contexte. D'une certaine façon, et je pense que tout le monde peut s'accorder là-dessus, un étudiant en difficulté l'est précisément par rapport au contexte didactique, des situations, etc., au contexte qu'on lui amène. Hein, voilà. Donc, ce qui veut dire aussi que si la notion de difficulté est corrélée à notre enseignement, ça veut dire qu'on peut jouer là-dessus. C'est-à-dire qu'on peut faire en sorte, dans son enseignement, de travailler cette difficulté. Les étudiants, donc, donc, vous voyez, pour moi, la difficulté d'un étudiant, c'est avant tout une position dans un groupe, et qui est liée au contexte d'enseignement. J'ai repéré un président d'université qui, dans un journal national, disait ceci. Qui me semble assez courant dans ce que l'on dit des étudiants en difficulté. Déceler des étudiants en difficulté est un objectif majeur pour nous, assure de son côté donc ce président de l'université. Cela se traduit dans les différentes formations sous de nombreuses formes, tests, contrôle continu, partiels. Ensuite, nous inculquons à ces élèves en difficulté les connaissances et les compétences méthodologiques qui peuvent leur manquer. Et la question que je pose justement, en fonction de ce que je viens de vous dire juste avant, c'est mais sur quelle base définir ces connaissances et compétences méthodologiques qui peuvent leur manquer, sachant qu'on ne peut pas se fier à des caractéristiques supposées de ces étudiants en difficulté, à des caractéristiques génériques, sachant qu'on ne peut pas définir d'une certaine façon un profil cognitif ou un profil psychosocial type, et sachant qu'on ne peut pas non plus proposer des remédiations type. Alors vous allez me dire, ok, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait? Donc ça va se faire l'objet de la troisième partie de mon intervention. Je regarde en même temps l'heure. Il me semble que j'ai encore 10 minutes. Vous intervenez, vous aussi. Je ne vous vois pas, mais si jamais, il me reste moins que 10 minutes. Donc, que faire? Donc, voilà, je résume les deux premiers points. Premier point, la pédagogie, c'est avant tout les enseignants qui expérimentent dans leur classe et puis qui créent des dispositifs, etc., qui tentent des choses et puis on les accompagne. Le deuxième point, c'est que l'étudiant en difficulté, c'est un concept qui est quand même assez flou, qui correspond pas à grand-chose, qui correspond à des populations très hétérogènes d'étudiants, d'autant plus que la difficulté, d'une certaine façon, c'est nous qui la créons quand nous enseignons, lorsque nous enseignons. Donc voilà. Donc est-ce qu'on en reste là? Donc la troisième partie, c'est d'essayer de vous faire une ou deux propositions sur ce qu'il est possible de faire dans ce contexte. Alors traditionnellement, on pourrait dire qu'on pense que le principal rôle d'un enseignant dans le supérieur, c'est de transmettre des savoirs. L'activité première serait l'activité principale, voire primordiale, serait de faire cours.
et de la qualité de ce cours-là dépendraient les résultats des étudiants. J'ai entendu tout à l'heure des intervenants dire se dégager des pédagogies transmissives. La pédagogie transmissive, c'est tout à fait ça. C'est plus mon cours est bien parlé, plus rhétoriquement il est organisé, bien organisé, meilleurs seront les résultats des étudiants. Donc voilà, ça c'est d'une certaine façon, c'est ce qu'on entend par qu'est-ce qu'un enseignant, qu'est-ce qu'il doit faire en premier, transmettre des savoirs. Bon, si je tape au hasard, j'ai fait un petit test là, si je tape au hasard, qu'est-ce qu'une mitochondrie? Voilà. Je tape au hasard sur internet, excusez-moi. Qu'est-ce que je trouve? Je trouve des définitions, Wikipédia, mais pas que. Je trouve des schémas, alors il y en a des centaines. Je trouve des MOOC, tout fait, hein, il y en a plusieurs, sur les mitochondries. Je trouve des vidéos diverses et variées, mais qui m'expliquent pas mal de choses sur la mitochondrie. Je trouve des livres en ligne, sur des sites de livres en ligne. Je trouve aussi des actualités scientifiques. Alors il y en a une qui m'a particulièrement intéressé, c'est fracture de la cheville, une molécule ciblant les mitochondries pour prévenir l'arthrose post-traumatique. Donc je l'ai lu, c'est en entier. Mais je trouve même des objets en vente, j'ai des cartes postales, des objets d'ornement, des t-shirts. Bon. D'une certaine façon, tout ça pour vous dire qu'un étudiant, l'information, il l'a, alors il n'a pas la nôtre, et il l'a à profusion, il va l'avoir de plus en plus, l'information sur un thème comme un autre. Alors, on peut dire que ces informations sont accessibles en ligne, mais elles ne sont ni hiérarchisées, ni organisé didactiquement. Hein, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'à ce moment-là que l'étudiant se débrouille pour que ça fasse un cours pour lui. Mais on pourrait facilement concevoir que bientôt un professeur puisse dire, voilà, pour acquérir telle ou telle notion, allez voir sur internet telle vidéo, lisez tel texte, regardez cet extrait de conférence de la minute 10 à la minute 25, etc. Et puis on en reparle. D'une certaine façon, moi c'est comme ça que je commence à organiser mes propres cours, hein, c'est-à-dire en organisant, en hiérarchisant et en organisant des ressources en ligne qu'ils peuvent aller voir. L'enseignement en ligne conçu comme simple captation vidéo assortie d'un diaporama reste ni plus ni moins qu'une ressource supplémentaire dans le vaste marché de la connaissance accessible à tous. Donc, la présentation du savoir, faire cours, hein, est-ce que c'est le rôle principal de l'enseignant? Eh bien, je pense que non. La transmission des notions, des concepts et des savoirs n'est pas le rôle principal de l'enseignant. Et je pense que cette transmission-là va devenir de moins en moins le rôle principal de l'enseignant. Alors, on pourrait se demander quels sont les rôles de l'enseignant. Alors là, je fais appel à des choses qui sont un peu vieilles dans notre laboratoire, puisque on pourrait dire qu'il y a, on distingue deux rôles principaux de l'enseignant: faciliter l'étude en organisant un milieu d'études, je vais y revenir, et reconnaître et certifier dans cette activité d'étude ce qui est essentiel, ce qui est secondaire, ce qui est à retenir et ce qui ne l'est pas. Ce qu'on appelle dans notre labo d'évolution et institutionnalisation. Les deux rôles principaux d'un enseignant, c'est d'évoluer, c'est-à-dire faire en sorte que l'étudiant étudie et faciliter son étude, et institutionnaliser, c'est-à-dire reconnaître dans son activité ce qu'il a fait, ce qu'il y a à retenir, ce qu'il y a d'essentiel et ce qu'il y a de secondaire. D'une certaine façon, je m'accorde avec Antoine Pro, qui est un pédagogue des années 80, qui disait « Enseigner, c'est faire étudier ». Enseigner, c'est faire étudier. Donc j'ai mis deux citations de lui, hein. Mais d'une certaine façon, vous savez, quand on travaille les accréditations et les ECTS, on sait très bien qu'un ECTS, un crédit,
se distingue par un tiers d'enseignement et 2 tiers restants pour l'étudiant. C'est ça que j'appelle l'étude. L'étude, c'est le moment où l'étudiant, une fois que le savoir a été présenté, l'étudiant va faire quelque chose de ça, va travailler à ça. Hein. L'étude, c'est ce moment, c'est ces 2 tiers restants dont on s'occupe rarement en fait, hein, quand on regarde. Et il me semble que être un bon enseignant, d'une certaine façon, c'est celui qui fait le mieux travailler ses étudiants, qui les fait mieux travailler dans ce temps-là où il n'est plus avec eux, d'une certaine façon, où ils sont en train d'étudier, c'est-à-dire où ils sont en train d'être dans un atelier, dans un atelier d'apprentissage, etc. C'est quand même assez étonnant que cette partie-là du temps, elle est complètement invisible pour nous. Donc je milite beaucoup pour aller s'occuper de ça, hein. C'est pas le faire à la place, mais aider à l'étude, aider les étudiants à l'étude, en faisant, par exemple, proposer des exercices, des travaux pratiques, les corriger, faire des rétroactions régulières, guider cette étude, des forums de questions, des quiz, des auto-évaluations, etc. Donner des ressources complémentaires, voilà. Faire collaborer les étudiants sur des plateformes à distance, allouer des tutorats, etc. D'une certaine façon, moi ce qui m'intéresse, c'est d'aller d'une certaine façon organiser ce moment où l'étudiant, quand il est chez lui ou quand il est à la BU, on parlait tout à l'heure de la première intervention sur organiser le travail de l'étudiant quand il est à la BU, parce que ce travail n'est pas explicite. Moi je trouve que c'est une remarque très, très pertinente. On n'explicite pas, on n'aide pas les étudiants à étudier. On leur enseigne pas d'une certaine façon ça, on s'en occupe pas. Donc voilà, une proposition, c'est enseigner, c'est faire étudier, donc c'est s'occuper de ce milieu d'études. Voilà. Force est de constater d'ailleurs qu'il y a très peu de recherches en pédagogie universitaire sur ce que font les étudiants au moment où ils étudient. On a engagé 2 thèses, nous, à Bordeaux là-dessus, hein, mais il y a très peu de travaux sur ce qu'ils font au moment où ils étudient. Alors, par rapport à la question des étudiants en difficulté, je vous propose un postulat qui serait le suivant. Plus le milieu d'études est diversifié, donc le milieu d'études, on voit bien, c'est ce que je viens de dire, le moment où les étudiants travaillent pour son propre compte, d'une certaine façon, plus le milieu d'études est diversifié, organisé mais diversifié, plus il est susceptible de répondre aux besoins particuliers de chaque étudiant, qu'il soit réputé a priori en difficulté ou non. Donc j'inverse la proposition de la différenciation pédagogique. La différenciation pédagogique, le principe, c'est à chaque besoin d'étudiant, j'alloue, on va dire, des ressources spécifiques. Moi, je pense que ça ne marche pas trop, et c'est très compliqué à faire. Et je préfère ce terme de diversification pédagogique, c'est-à-dire je propose un milieu d'études qui soit suffisamment riche pour que tout le monde s'y retrouve, d'une certaine façon. Je vous donne un exemple. Par exemple, on est en train de travailler avec des informaticiens sur les plateformes en ligne. Au départ, c'était sur les étudiants autistes, mais petit à petit, ça généralise. D'une certaine façon, lorsqu'on propose un cours en ligne, par exemple, on propose diverses options qui sont au choix pour les étudiants. Hein. Par exemple, ils peuvent écouter simplement le professeur mais couper l'image, ça c'est important pour certains types de difficultés, ajouter ou enlever le diaporama, ajouter une retranscription écrite du cours, ou l'enlever, hein, cliquer sur certains liens à l'intérieur de la vidéo pour avoir des définitions, des commentaires, agrandir certaines entrées, faire des pauses, etc. Je vous passe les détails. Mais vous voyez, d'une certaine façon, on enrichit la proposition pour que les étudiants, au choix, puissent cliquer sur et définir leur propre manière de recevoir cette vidéo. On voit bien que dans certains de ces choix,
certains de ces choix peuvent correspondre à certains types de handicap. Par exemple, les troubles visuels, agrandir certaines des entrées, ça pourrait être un choix possible. Troubles du développement, ça peut être la plupart de ceux-là, puisqu'il y a des travaux qui montrent que c'est la multiplicité des sources d'informations qui créent des difficultés, etc., etc. Donc, d'une certaine façon, on ne préjuge pas à l'avance de ce qui sera utile ou nécessaire aux uns et aux autres. On ne préjuge pas à l'avance d'une caractéristique de difficulté en fonction d'un type d'étudiant, mais plutôt que de préjuger à l'avance, on propose un milieu d'études qui est très, très riche, très diversifié et qui permet à chaque étudiant de pouvoir, en fonction de ses besoins et de ses difficultés, de pouvoir, d'une certaine façon, faire sa propre... Christophe, excuse-moi, si tu pouvais conclure. Si tu pouvais peut-être penser à conclure pour qu'il y ait quelques échanges avec la salle, puisqu'on doit absolument redémarrer à 16h et qu'ensuite on est pris par des horaires de la SNCF et des horaires rectoraux. Voilà. Ok, est-ce que tu veux que j'ai une diapositive, est-ce que tu veux que j'arrête tout de suite? Bon, écoute, s'il reste une diapositive, tu finis une diapositive, mais voilà. Ok, merci beaucoup. Ok, donc apprendre à apprendre, d'une certaine façon, apprendre à apprendre, on sait très bien que le verbe apprendre en français, il est polysémique et il est mal adapté. Les Anglais sont plus précis là-dessus, puisqu'ils distinguent deux termes, learn et teach. Learn, c'est apprendre, apprendre quelque chose. Et teach, c'est enseigner. Moi, j'aurais tendance à dire que oui, on peut apprendre à apprendre. Mais d'une certaine façon, c'est le rôle de l'enseignant, c'est-à-dire que son rôle, c'est d'apprendre, donc teach, d'enseigner à apprendre, d'une certaine façon, d'enseigner comment apprendre, et pour le dire autrement, plus complètement, enseigner, oui, à apprendre, oui, mais apprendre quoi, encore une fois, en fonction des savoirs en jeu. On ne peut pas apprendre à apprendre génériquement, on enseigne à apprendre certains types de contenus, certains types d'exercices, etc. Voilà, j'avais fini. Je vous remercie pour votre attention et je vais me remettre en visibilité pour vous voir. Merci. Oui, d'accord. Je vais faire. Bon, alors l'idée, c'est que tu n'entends pas les questions, visiblement, donc je vais faire le relais des questions. Voilà. Oui. Est-ce que vous avez est-ce que ça a provoqué des échos par rapport à ce qui était dit ce matin, ou des nouveautés Oui, allez-y. Bonjour, merci beaucoup pour tout cet éclairage que moi j'ai trouvé passionnant. Alors une petite question juste pour rebondir sur le dernier point concernant la richesse du milieu pour répondre à l'hétérogénéité des publics. Autant je perçois bien et de manière très concrète comment cette richesse pédagogique peut aider des étudiants en difficulté sur les cas concrets que vous avez évoqués liés à des handicaps. La question qui nous est venue, c'est par rapport à des stratégies cognitives différentes, par rapport à une hétérogénéité liée à la manière d'apprendre, à la manière d'aborder le savoir, comment est-ce qu'on peut mettre en place cette richesse du milieu visant à répondre à la question de l'hétérogénéité? As-tu entendu la question ou pas? Oui, donc j'essaie de la reformuler pour savoir si... Oui, c'est bon. Oui, j'essaie de la reformuler pour savoir si je l'ai bien entendu. Donc, par rapport à des profils cognitifs différents, c'est ça? Comment on peut faire des propositions qui soient adaptées à ces différents types de profils? Est-ce que c'est la question? Oui. Oui. Alors moi, comment dire, je suis assez, désarmé sur la question des profils cognitifs pour deux
raisons. D'abord, les profils cognitifs qui caractérisent certains types d'étudiants sont des hypothèses de travail mais qui ne sont pas avérées, on va dire, et qui sont très très compliquées d'une certaine façon à relever. Parce que pour la plupart on n'est pas des psychologues, et même si on l'était, ces profils cognitifs demanderaient une enquête énorme pour chaque étudiant, pour connaître d'une certaine façon l'intériorité cognitive de chacun. Donc il y a deux options d'une certaine façon. J'avais posé ça justement à propos du handicap, mais on peut la généraliser à certains spécialistes il y a un mois. Il y a deux options. Soit on se dit les étudiants ont des profils cognitifs différents, et je vais faire des propositions spécifiques à chaque catégorie de profil cognitif. À chaque profil correspondrait une sorte de proposition. Ça, c'est la première option. La deuxième option, celle que je choisis, serait les profils cognitifs sont très différents. Je sais d'ailleurs pas trop ce que c'est. J'ai peu de moyens d'enquêter là-dessus, donc je préfère faire une proposition tellement diversifiée, tellement riche et qui permette à chaque profil cognitif d'aller puiser dans les ressources riches que je donne. D'une certaine façon, d'autant plus qu'il peut aller puiser à la demande ce dont il a besoin, mais il peut même aller découvrir d'autres types de ressources ou d'autres types de façons de faire qui enrichissent d'une certaine façon son profil cognitif. Vous voyez, donc c'est pour ça que je ne parle pas de différenciation pédagogique, mais plutôt de diversification, c'est-à-dire, je crois que c'est sans fin que d'essayer de calquer son enseignement sur la définition préalable de profil cognitif. Voilà. Et que c'est, je dirais, c'est un puits sans fond, quoi. Est-ce que cette réponse vous convient, ou est-ce que vous voulez que je précise d'autres choses ? Tu m'entends là? Ah oui, pardon. Oui, non, c'est bon. La dame fait oui, un oui mitigé, donc on considère que ta réponse est bonne. Une autre et dernière question? Bonjour, merci pour l'intervention. Moi, je suis très heureux de voir qu'en fait, l'université se place dans la position que le secondaire vit depuis quelques temps avec l'apparition du domaine 2 du socle commun apprendre à apprendre. Donc moi, je n'étais pas là malheureusement ce matin, donc j'espère ne pas créer de redondance. Ce qui m'interpelle, c'est donc cette complexité d'intégrer la méthodologie de l'apprentissage à la fac. Je l'aperçois bien parce que je la vis actuellement avec mes élèves. C'est ce que vous proposez, est-ce que ça serait priorisé en L1 par exemple, ou en L1, L2, ces séances de cours un peu particulières qui du coup deviendraient, plutôt que venir consommer le cours de l'enseignant de manière magistrale, plutôt utiliser les séances de présentiel pour travailler le cours et se l'approprier. Moi, c'est triturer en fait. Voilà. Il aurait été consommé entre guillemets auparavant. Est-ce que ça, pour vous, c'est quelque chose qui se ferait en priorité en début de cycle universitaire ou quelque chose à maintenir au long des années? Est-ce que tu entends? Oui, je crois avoir entendu. En effet, bon, moi je teste pas mal dans mes propres cours, et je dois vous dire que j'ai des résultats très surprenants. Moi, j'aurais tendance à dire, quand on regarde, si vous êtes en amphi, qu'est-ce que vous avez? Vous avez une rangée d'ordinateurs portables. Et puis, vous pensez une heure ou deux, vous parlez, et puis vous avez des étudiants qui, a priori, prennent des notes. Et je me dis, bon, ce temps-là, est-ce que c'est pas un temps un peu perdu? Est-ce que le temps de présentiel ne devrait pas plutôt être consacré justement au temps de l'étude? C'est-à-dire, comment vous avez compris le cours, quelles sont les questions que vous posez, etc. Donc moi, je commence à travailler, bon, c'est ce qu'on appelle la pédagogie inversée, hein, c'est-à-dire les ressources, les cours, ils les ont avant, ils les travaillent avant,
Et le temps de présentiel, même en amphi, j'ai testé ça avec 200 étudiants en ayant un peu peur parce que donc ça s'organise quand même un peu à l'avance, mais le temps d'amphi, c'est simplement pour aller justement travailler comment vous avez étudié ce cours. Et quelles sont les erreurs que vous avez faites, quels sont les contresens, quels sont les obstacles, etc. Donc en effet, moi je suis assez favorable à ce que d'une certaine façon, le temps de présentiel, le temps où on est avec les étudiants, soit plutôt consacré à leur étude qu'à notre qu'à notre présentation du cours. Même si des fois il faut des cours, je suis pas complètement voilà, il faut sans doute sur certains types de disciplines notamment, il faut être là pour rhétoriquement bien expliquer quelque chose. Mais en effet, moi je suis très favorable à ce que le travail où l'enseignant est en présentiel soit un travail de collaboration avec les étudiants sur comment vous faites pour apprendre, quoi. Enfin, comment vous faites pour étudier, qu'est-ce que vous avez étudié, comment, voilà, et les guider là-dessus, les aider. Excusez-moi, je continue un truc. D'une certaine façon, je le vois aussi sur des TD en ligne que je mets en place. Je me rends compte que plus un étudiant a des retours sur son étude, c'est-à-dire sur ce qu'il doit faire, sur ses exercices, ses questions, plus il a de retours, plus les progrès sont notoires. Mais c'est assez extraordinaire. C'est-à-dire que, en fait, plus on est là pour rétroagir, pour leur dire, ben là, ok, là, pas ok, etc., moi je trouve que les travaux sont de qualité. Et alors, bien sûr, L1, L2, c'est vraiment le moment, quoi. L1, L2, L3, je pense que c'est après master, on suppose que les étudiants vont être beaucoup plus ils savent beaucoup mieux comment étudier. Bon ben voilà, écoute, je te propose que malheureusement on s'en tienne là. Je te remercie vraiment beaucoup. Et j'espère qu'on va se revoir bientôt. Bon pied, bon oeil, si je peux me permettre, et que tu auras la gentillesse de venir jusqu'à nous. Enfin, merci beaucoup pour ta présence virtuelle. Merci beaucoup pour votre invitation. Et encore une fois, désolé des conditions. Hein, donc, merci beaucoup. C'est très bien. Branca a parfaitement assuré la logistique. Merci à toi et merci à elle. Voilà. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci.